Bonjour, je suis donc Danielle Assoun, je suis gynécologue obstétricienne à Paris et j'ai été responsable d'un centre d'IVG en Seine-Saint-Denis. Je vais parler des méthodes de contraception naturelle et des méthodes barrières, soit ensemble, soit séparément. Comme vous le savez peut-être, mais jusqu'aux années 70, en fait, la contraception se gérait au sein des couples et non pas dans les cabinets médicaux. La médicalisation de la contraception a évidemment transporté ce problème de contraception dans les cabinets et non plus au sein du couple. Ces méthodes sont donc relativement anciennes, mais elles ont un espèce de regain d'intérêt actuellement. Je vais donc commencer par les méthodes de contraception naturelle qui se définissent comme celles qui n'utilisent aucun matériel ou produits médicaux interférant dans le système reproductif. Il s'agit des méthodes basées sur l'identification de la période fertile, du coït interrompu, c'est-à-dire du retrait, ou de la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée, la méthode MAMA. Il faut dire aussi que parmi la littérature qu'on peut trouver à ce sujet, on trouve des études qui sont de mauvaise qualité en termes de preuves d'efficacité. Ce sont des petites études et des études de qualité modérée à faible, sauf pour la méthode MAMA, et que ce sont aussi des méthodes qui sont relativement anciennes, avec un regain d'intérêt là depuis les années 2010. Un certain nombre d'études ont été refaites sur les méthodes naturelles, mais qui ont été contestées et contestables parce que se glisse aussi beaucoup là-dedans des ressorts idéologiques. Alors, les méthodes de contraception naturelle, je vais donc commencer par celles basées sur l'identification de la période fertile, ou encore appelée méthode de connaissance de l'ovulation. Le principe étant que la conception est possible si un rapport sexuel survient 5 jours avant et 1 jour après l'ovulation. Il s'agit donc d'éviter les rapports non protégés ou de ne pas avoir de rapport durant cette période. Contrairement à ce qui peut être dit ou à l'impression qu'on peut avoir dans nos consultations, puisqu'il y a ce qu'on a appelé le désamour de la pilule, la prévalence de ces méthodes reste faible et reste stable. Certes, après la crise de 2012, il y a eu une légère augmentation d'utilisation de ces méthodes, mais c'est très rapidement, comme vous pouvez le voir sur cette enquête de 2016, retombé aux chiffres antérieurs. Il se passe quand même peut-être quelque chose qui est que ce n'est pas qu'elles les utilisent plus, mais c'est que peut-être elles osent le dire et qu'elles osent le dire en consultation, alors qu'auparavant, dire qu'on utilisait les méthodes de contraception naturelle, ça faisait passer pour un peu sosote de ne pas être dans le modèle normatif auquel on était habitué, à savoir contraception médicalisée. Ces méthodes sont principalement utilisées par les plus de 25 ans, et ceci indépendamment de la parité. Alors, voilà les quelques méthodes qui sont celles basées sur l'identification de la période fertile. Il y a donc les méthodes qui sont basées sur les symptômes. Les symptômes, c'est la glaire et c'est la température, soit l'association des deux. Donc la méthode de la glaire, c'est celle qui a été décrite par Billing dans les années 72 et qui consiste effectivement à trouver au niveau du vagin une glaire filante qui est le signe de l'ovulation. La méthode des 2 jours, donc c'est une méthode qui est maintenant labellisée par l'université Georgetown de Washington et qui est une méthode relativement simple mais qui requiert finalement exactement la même chose, c'est-à-dire la glaire avec un petit aménagement et il y a effectivement des explications sur internet sur cette méthode. Il y a la vieille méthode des températures avec l'augmentation de la température au moment de l'ovulation et la symptothermique qui associe finalement et la glaire et la température. Autre méthode basée sur l'identification de la période fertile, ce sont les méthodes basées sur le calendrier. Donc c'est l'ancienne et traditionnelle méthode Oginoknos qui est effectivement très ancienne et qui a été beaucoup utilisée à certains moments. C'est aussi la méthode des jours fixes, la standardée méthode, elle aussi labellisée par l'université Georgetown de Washington et qui consiste à compter les jours, encore faut-il avoir un cycle très régulier. C'est aussi appelé la méthode du collier, mais évidemment actuellement il y a aussi des sites internet pour aider à calculer la période de l'ovulation. Alors, quelle est l'efficacité de ces méthodes basées sur l'identification de la période fertile? Eh bien, comme toujours, il y a un gap entre l'utilisation correcte
et l'utilisation dans la vraie vie, c'est-à-dire en pratique courante. Le taux de grossesse au bout d'une année est évalué à 8%. Ceci, c'est toutes méthodes confondues. On ne peut pas faire la part entre les différentes méthodes que je vous ai décrites précédemment. Donc 8% de grossesse au bout d'une année d'utilisation, ce qui est évidemment beaucoup plus que les méthodes médicalisées. Le taux d'abandon aussi est relativement élevé, presque la moitié des couples abandonnent à 1 an et 86% à 4 ans. Il est donc recommandé d'informer sur la moindre efficacité de ces méthodes comparées aux contraceptions hormonales et au DIU, au stérilet. Et il faut aussi bien préciser que l'abstinence sexuelle en période à risque de grossesse augmente l'efficacité de ces méthodes, mais l'utilisation de méthodes barrières qui peut être incorrectement utilisée la diminue. Il manque des données sur la fiabilité et l'efficacité des moniteurs et des sites internet retrouvés et qui sont largement commercialisés actuellement, même si certaines, comme la Natural Cycle, ont obtenu la certification européenne et celle de la FDA, la Food and Drug Administration. Autre méthode de contraception naturelle, totalement dans un autre ordre d'idées, bien évidemment, c'est la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée, la méthode MAMA. Il est recommandé d'informer les femmes qui utilisent cette méthode comme contraception que l'efficacité peut être très forte, 98%, mais à condition qu'elle respecte 3 conditions. Il faut que ça soit moins de 6 mois de la naissance, qu'elle soit en aménorrhée et qu'elle fasse un allaitement complet exclusif. Il est vrai que cette définition de cette méthode, décrite en 1998 par un consensus qui s'appelle le consensus de Bellagio, a été un petit peu battue en brèche par une Cochrane qui est sortie en 2013 et qui dit que le critère d'horaire strict tel que défini par ce consensus n'augmente pas l'efficacité par rapport à un allaitement simplement exclusif, ce qui facilite, c'est vrai, pour les femmes l'allaitement, mais elle maintient les 2 autres conditions, à savoir que ce soit bien dans les 6 premiers mois et que la femme soit en aménorrhée. Il est important d'informer que le risque de grossesse augmente si elle diminue le nombre de tétées, c'est-à-dire ne plus allaiter, introduire d'autres aliments ou donner une tétine, et si elles sont au-delà de 6 mois et si elles ne sont plus en aménorrhée. Troisième méthode des méthodes traditionnelles, c'est l'ancienne méthode du coït interrompu, le retrait. Donc vous savez que c'est une méthode qui a contribué à diminuer la natalité en France, et ceci à partir du XVIIIe siècle, c'est-à-dire après la Révolution française, la France étant le premier pays au monde à avoir vu baisser sa natalité grâce à cette méthode. La prévalence est relativement faible, 3 à 5%, mais en fait ce chiffre n'est pas tout à fait juste car il recouvre et retrait et méthodes basées sur le repérage des périodes fertiles. Donc on peut penser qu'il y a une sous-estimation de la prévalence de ces méthodes et qu'elle est en fait plus utilisée. Il y a par exemple une enquête au Canada qui montre que 11,6% des femmes disent utiliser le retrait avec leurs compagnons. Ceci est uniquement le retrait, non associé par exemple aux méthodes naturelles. Donc ça montre qu'effectivement, il y a très probablement une sous-estimation, les gens n'osant pas finalement parler d'une méthode qui est considérée comme obsolète actuellement. Ce n'est pas parce qu'elle est obsolète d'ailleurs qu'on n'utilise pas manifestement. Alors si on regarde en termes d'efficacité, évidemment c'est une très mauvaise efficacité, 10% de grossesse au bout d'une année d'utilisation en France, 22% aux USA. Les Français sont donc très clairement meilleurs et on peut penser qu'ils ont gardé une espèce de mémoire historique puisqu'ils l'utilisent depuis la fin du XVIIIe siècle. Le taux d'abandon, qui est aussi un bon indicateur pour connaître un peu la satisfaction des patients, montre qu'aussi qu'il est très élevé puisque presque la moitié des couples abandonnent à 1 an et plus de 80% à 4 ans. On peut donc considérer que la méthode du retrait n'est pas recommandée comme une méthode de contraception en soi, ou même comme une alternative aux méthodes barrières durant la période fertile, car le taux d'efficacité en pratique courante est faible. Alors, nous allons passer maintenant aux méthodes barrières, c'est-à-dire les préservatifs masculins et féminins, diaphragme et cap et spermicide.
En fait, les méthodes barrières vaginales sont très peu utilisées dans notre pays, donc il n'existe pas de données sur la prévalence de ces méthodes en France. En ce qui concerne le préservatif masculin, c'est actuellement le moyen le plus utilisé par les jeunes, les 15-19 ans, puisque 45% d'entre eux l'utilisent. Parfois, et c'est pas rare, en association avec la pilule, dans 16% des cas. Et la proportion des femmes y ayant recours décline au fur et à mesure de l'âge. Il faut aussi bien sûr rappeler le bénéfice autre que contraceptif des préservatifs masculins et féminins, à savoir la prévention de la majorité des IST et du VIH. Je voudrais rappeler aussi que l'obtention des préservatifs est gratuite dans les centres de planning familial. Préservatifs féminins et masculins, quelle en est l'efficacité? C'est une efficacité qui est assez élevée comparée aux autres méthodes barrières, à condition de respecter des règles rigoureuses d'utilisation pour la mise en place. Il est donc recommandé d'informer les couples, les femmes, les hommes, des règles d'utilisation de ces préservatifs masculins et féminins. À noter également que le taux d'échec par rupture ou glissement semble plus important avec le préservatif masculin en polyuréthane qu'avec celui en latex, le polyuréthane étant utilisé quand il y a allergie au latex. Cap et diaphragme ont donc un taux d'efficacité qui n'est pas excellent, puisqu'on est à 10-12% pour le diaphragme de grossesse au bout d'une année d'utilisation. Et quant à la CAP, comme vous pouvez le voir, 32% chez la nullipare de grossesse, 16% chez la multipare. Ce sont donc des taux d'efficacité qui sont, on peut le dire, mauvais. Pour une meilleure efficacité cependant, il est recommandé d'utiliser les capes cervicales et les diaphragmes en association avec les crèmes spermicides. On ne peut pas utiliser capes et diaphragmes sans crème spermicide. Là, le taux de grossesse serait vraiment très important. Cap et diaphragme doivent être laissés en place au moins 6 heures après le dernier rapport. Le gel spermicide doit être mis en cas de rapport successif. Il est à noter également que l'on retrouve une plus forte incidence des infections urinaires chez les utilisatrices de diaphragme versus celles qui utilisent la pilule. Spermicide. Alors, dans l'échelle de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est clairement la contraception la moins efficace. Comme vous le voyez, il y a plus de 20% de grossesse au bout d'une année et un taux d'abandon, donc un taux d'insatisfaction qui est effectivement de plus de la moitié. Il est à noter également qu'on retrouve des allergies, 1 à 5%, ainsi que des irritations dans moins de 2% des cas. On peut donc dire que l'efficacité des spermicides utilisés seuls est faible et que les produits à base de 9-nonoxynol ne sont pas recommandés car responsables de lésions vaginales pouvant augmenter le risque de transmission de l'infection VIH. Le 9-nonoxynol actuellement n'est pas commercialisé en France, mais il est probablement facilement achetable sur Internet. Nous avons actuellement de commercialiser des produits à base de benzalkonium sous forme d'ovules et de gélules. Les éponges ne sont plus commercialisées en France. Pour conclure, il est donc recommandé d'informer sur toutes les contraceptions, y compris les méthodes naturelles et les méthodes barrières, même si on considère qu'elles sont moins efficaces. Il est recommandé d'expliquer le mode d'emploi, les contraintes et les risques d'échec en pratique courante, plus importants que les méthodes médicalisées. Il est également recommandé de rappeler qu'il existe des contraceptions d'urgence, hormonales ou par DIU, et il est important également de rappeler que la contraception d'urgence hormonale est vendue sans prescription dans les pharmacies et gratuite et anonymement aux mineurs. Ces méthodes, qui semblent un peu obsolètes, ont cependant une place à certaines périodes de la vie de la femme ou du couple qui considèrent alors comme possible ou acceptable la survenue d'une grossesse non prévue et qui sera gardée ou pas. En tout état de cause, leur utilisation est préférable à l'absence totale de contraception. Merci.